On va plus loin à présent dans l'essentiel avec Niagalé Bagayoko, présidente de l'African Security Sector Network. Bonjour Niagalé. Bonjour. Et Antoine Mariotti, chroniqueur international ici à France 24. Bonjour Antoine. Bonjour à vous deux. Je dois des excuses, je vous ai interrompu un peu de manière un peu abrupte hier, il faut le dire. On va plus loin et donc je tenais à m'en excuser parce que c'est vrai que ça pouvait apparaître un peu brutal à l'antenne et c'était évidemment pas l'intention. La modération n'étant pas une science exacte, voilà, il faut limiter au maximum bien sûr les dérapages. Merci encore. Au sommaire, un simple pépin sans gravité, c'est en ces termes que Donald Trump balaye les critiques après la fuite des plans d'attaque contre les Houthis au Yémen via la messagerie Signal. Et puis un accord après 3 ans de guerre en Ukraine, Russes et Ukrainiens s'entendent par l'intermédiaire des États-Unis pour respecter un cessez-le-feu sur le commerce maritime dans la mer Noire. Un premier pas dont on ignore la date exacte de mise en œuvre, c'est tout de suite, on va plus loin. C'est l'histoire de l'arroseur arrosé. Après avoir été jusqu'à exiger l'incarcération d'Hillary Clinton pour son imprudence lorsqu'elle était secrétaire d'État, en hébergeant chez elle un serveur contenant des documents et courriels confidentiels, le pouvoir trumpien se retrouve dans une position similaire, voire pire. Les plans d'attaque de l'armée américaine contre les rebelles Houthis, voilà 10 jours au Yémen, discutés entre membres de l'administration sur une simple boucle Signal, qui plus est en y associant par erreur un journaliste d'une publication plutôt classé à gauche des Atlantiques. Cécile Galuccio. Le seul pépin en 2 mois et au final sans gravité. C'est en ces termes que le président Trump a qualifié la divulgation par erreur de plan militaire secret à un journaliste. Il ajoute que son conseiller à la sécurité nationale, Mike Waltz, à l'origine du compte Signal, avait également appris une leçon. Minimiser les faits et tenter d'éteindre le feu, c'est aussi ce à quoi s'est attelée la Maison-Blanche ce mardi. Aucun plan de guerre n'a été discuté. Aucune information classifiée n'a été envoyée sur la discussion. Et c'est là toute la question. Les informations divulguées dans le groupe Signal étaient-elles classifiées au moment des frappes ? Normalement oui, d'autant que le journaliste de The Atlantic, Jeffrey Goldberg, affirme avoir eu des détails très précis sur les lieux des frappes et les armes utilisées. Alors ce mardi, lors d'une commission du Sénat programmée avant les révélations, l'administration Trump tente de noyer le poisson devant une opposition qui ne compte pas lâcher le morceau. Est-ce que cette conversation a inclus à un moment donné des informations sur les armes, les cibles ou le calendrier ? Pas à ma connaissance. Directrice Gabbard, même question. Même réponse, et je m'en remets au département de la Défense sur cette question. Pour le camp démocrate, des têtes doivent tomber. Je trouve tout simplement ahurissant que tous ces hauts responsables aient été sur cette ligne que personne n'ait pris la peine de vérifier. Quels sont les noms ? Qui sont ces personnes ? Washington tente aussi depuis le début de discréditer le journaliste de The Atlantic. Donald Trump est régulièrement dans le viseur du magazine et le président américain ne cache pas son aversion envers le média. Alors vous avez assisté justement, évidemment, au vu à l'intégralité de ces auditions. Antoine, il vous a semblé que ces 2 responsables de l'administration Trump, aujourd'hui, sont en difficulté ou au contraire qu'ils assument complètement ? Il y en a qui, par moments, sont un peu gênants aux entournures. Il faut bien se rappeler que pendant cette audition devant le Sénat, et on sait que les auditions devant le Sénat américain, le Congrès américain, ont beaucoup plus de poids que ça peut être le cas en France, par exemple, pour donner un peu une idée à nos téléspectateurs. Et là, c'était vraiment tous les responsables des services de renseignement, dont John Ratcliffe, le directeur de la CIA, qui faisait partie du groupe, dont Tulsi Gabbard, la dame que l'on a pu voir avec la mèche blanche, qui est la grande chef du renseignement américain, la directrice nationale du renseignement, et qui, elle, refuse même de dire si elle faisait partie du groupe. Et quand derrière, on lui pose la question, en insistant un petit peu, en lui disant, enfin, un élu, un démocrate pour le coup, mais est-ce que vous avez utilisé votre téléphone portable personnel ou professionnel pour cela ? Et elle refuse de répondre, elle dit, non, le Conseil de sécurité nationale veut faire une enquête, donc je ne préfère pas répondre à cette question. Et donc les élus tombent des nues, disent, mais enfin, même là-dessus, vous n'êtes pas capable de répondre. John Ratcliffe de la CIA reconnaît avoir fait partie du groupe. Donc déjà, il n'y a pas de fake news possible, c'est reconnu au plus haut niveau de l'État, et même Donald Trump, il y a quelques minutes, s'est exprimé en direct, on en parlera tout à l'heure, et là, a aussi reconnu, et donc il n'y a pas de complot possible cette fois-ci dénoncé. Mais l'un comme l'autre, et c'est assez intéressant je trouve, disent « nous n'avons pas donné d'informations classifiées dans ce groupe ». Très bien, mais est-ce qu'il y en a eu
Ah, est-ce que les informations données par Pete Hegseth, le chef du Pentagone, étaient classifiées? Ah, ça, c'est au Pentagone qu'il faut demander parce que c'est eux qui décident si c'est classifié ou pas. Donc, vous voyez, ils rejettent un petit peu la balle quand même vers le Pentagone. Et pour Pete Hegseth, qui est celui qui a donné toutes les informations dans le groupe, notamment les cibles, etc. Et pour Michael Waltz, qui est le conseiller à la sécurité nationale, qui a créé ce groupe et a donc intégré Jeffrey Goldberg, pour eux, c'est un petit peu plus compliqué que pour ceux qui étaient aujourd'hui sur le grill devant le Sénat. Donc ce sera intéressant de voir si, à leur tour, ils vont être interrogés par les élus prochainement. Oui, parce qu'il faut dire que les deux auditions d'aujourd'hui étaient prévues de longue date. Elles ne sont pas liées à cette affaire qui vient de sortir. C'est la concomitance qui fait que c'est intéressant parce qu'on a quasiment à chaud leur réaction. Niagaele Bagayoko, Donald Trump et Antoine sans doute y reviendra aussi a réagi, il minimise cette affaire. Pour lui, ça n'en est pas une. Hein. C'est même le premier à-coup en l'espace de 2 mois, premier accroc, disons, dans son mandat. Et pour lui, c'est totalement négligeable. C'est même plutôt sur le journaliste lui-même qu'il rejette la faute, le qualifiant de tordu. Grave ou pas grave, cette affaire ? Elle est grave, bien sûr, parce qu'on se demande quels sont les canaux de contrôle de l'information classifié quand même. Enfin, on parle de frappe sur les Houthis dans le cadre d'une région en conflit qui peut enflammer tout le Proche-Orient du jour au lendemain. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux à mon avis. Mais au-delà de ça, ce qui me paraît particulièrement frappant, c'est la façon dont les responsables américains s'expriment à propos des Européens. C'est ce qui transparaît dans ces conversations, alors même que l'Europe n'est pas le sujet central de la discussion, puisqu'une fois de plus, il s'agit de parler des frappes contre les Houthis au Yémen, mais là, l'initiative est présentée comme étant quelque chose qui profitera aux Européens, ce qui interroge sur sa pertinence, parce que les Européens seraient favorisés par le meilleur contrôle de la mer Rouge qui permettrait de favoriser leurs exportations, mais plus largement, on s'aperçoit qu'il y a, si ce n'est une haine, en tout cas une animosité extrêmement profonde de la part de cette administration américaine envers les Européens. Je pense que les Européens eux-mêmes en sont sidérés. Mais ce que je trouve encore plus frappant, c'est que ces discours, les mots employés eux-mêmes à propos des Européens, me rappellent ce que j'ai pu observer sur le continent africain, avec un rejet tout aussi violent de l'Europe et de ce qu'elle promeut, que ce soit ses valeurs qui sont perçues comme soit trop molles, soit trop hypocrites, que ce soit son hypocrisie, parce qu'on accuse les Européens d'instrumentaliser les autres. Alors côté américain, on considère que cette protection dont ils profitent est indue. Les Africains, eux, considèrent qu'il s'agit d'une exploitation de longue date. Je pense que l'Europe ne s'est pas rendu compte au cours des 10 dernières années de l'hostilité croissante qu'elle provoquait de par le monde en général. Et je trouve ça extrêmement préoccupant. C'est votre sentiment aussi à vous, Antoine Mariotti, cette fixation effectivement très surprenante de la part de J.D. Vance sur l'Europe après son discours de Munich. Il y revient, cette fois dans l'intimité d'une certaine manière. C'est vrai que ce discours de Munich, on s'en rappellera quelque temps quand même. Et d'ailleurs, notre confrère de l'antenne anglophone de France 24, Fraser Jackson, qui est le correspondant à Washington, a posé la question à Donald Trump il y a quelques minutes lorsqu'il y avait tous les journalistes autour de lui alors qu'il signait un décret. Il lui a dit, mais dans ce groupe, il y a quand même eu des mots assez durs sur les Européens en disant que ce sont des profiteurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? J'en perds mes mots, j'en perds mon latin. Et il a dit, mais vous voulez vraiment que je réponde à cette question? Et il a dit, oui, je pense que ce sont des profiteurs. L'Union européenne a été terrible, notamment sur tous les échanges commerciaux avec nous, avec les États-Unis. Et puis il dit, mais au final, c'est pas aux Européens que j'en veux, c'est à Joe Biden, parce que c'est lui qui a laissé ce déséquilibre entre les deux. Et finalement, ce qu'il dit sur les profiteurs dans ce groupe Signal, Donald Trump l'a déjà dit publiquement quand même, donc ça ne nous surprend plus tellement ces dernières semaines. Ça aurait été il y a 6 mois, évidemment, ça aurait été un cataclysme. Aujourd'hui, on n'est pas surpris parce qu'il l'a déjà dit. Non, ce qui est surprenant, c'est que ce n'est pas une posture, manifestement, mais c'est vraiment une obsession chez lui.
Oui, clairement. Ouais. Et en même temps, c'est aussi une manière... Chez eux, d'ailleurs, pas que chez lui. Chez eux. Et en même temps, en appuyant là-dessus, notamment là, quand il doit réagir, eh bien, ça lui évite de répondre un peu aux problèmes de sécurité, à cette faille de sécurité, parce que il faut quand même rappeler, juste pour qu'on ait une idée, parce qu'on ne sait pas tous comment ça fonctionne, parce que nous, on est plongé dedans, voilà. Mais quand vous êtes aux États-Unis, vous avez un nombre de réunions pas possibles avant une frappe militaire, comme c'était le cas sur les Houthis. C'est-à-dire que vous avez les adjoints, au niveau technique, où ils se rejoignent. Donc vous avez un représentant de la CIA, de la Maison-Blanche, du Pentagone, du département d'État, etc. Et puis vous avez ce qu'on appelle les députés, c'est-à-dire les adjoints qui vont y être. Et puis ensuite, vous avez ce qu'on appelle les principals, donc les principaux. Et donc là, en l'occurrence, ceux qui étaient membres de ce groupe. Donc directeur de la CIA, secrétaire à la Défense, etc., etc. Et eux se réunissent, mais dans des salles de crise, à la Maison-Blanche, dans ce qu'on appelle la Situation Room, connue par la télé, maintenant Vision. Et donc là, tout est sécurisé. C'est là qu'ils peuvent échanger sur ce genre d'informations. Et quand ils ne sont pas là, eh bien, ils ont ce qu'on appelle des SCIF. Ce sont des salles qui ont été sécurisées. Ils en ont tous un chez eux, d'ailleurs, qui a été aménagé par les services quand ils ont pris leurs fonctions pour pouvoir discuter en toute sécurité. Le problème, c'est que là, ils ont fait ça sur une application, comme si quand vous avez un groupe WhatsApp. Alors, Signal est un peu plus sécurisé que WhatsApp. Je vous rappelle que WhatsApp, il n'y a pas si longtemps, on nous disait que c'était crypté du début et qu'il y a quelques jours, Mark Zuckerberg, patron donc de Meta, donc de WhatsApp, a dit que la CIA pouvait lire tous les messages sur WhatsApp. Donc, la CIA est forte, mais la Chine et la Russie sont très forts sur ce genre de choses. Et Steve Witkoff, qui faisait partie de ce groupe, l'émissaire américain, il était à Moscou au moment où il discutait. Et Tulsi Gabbard, la chef du renseignement, elle était à l'étranger aussi. Donc il y a aussi des possibilités de failles de ce côté-là, même si Trump ne parle que d'un petit pépin et qu'il n'y avait, selon lui, rien de bien méchant là-dedans. On ne voit pas comment ça pourrait ne pas être classifié quand c'est à 2 heures des frappes et qu'il y a tous les détails. Oui. Et puis, surtout, en effet, ça met Donald Trump dans une position compliqué par rapport aux propos qu'il avait tenus, avec succès d'ailleurs, en ce qui concerne Hillary Clinton, parce que, en effet, elle utilisait une messagerie privée, je crois que c'était Yahoo, pour des informations secrètes ou confidentielles, alors même qu'elle était à la tête du département d'État. Ça avait beaucoup nui à l'image d'Hillary Clinton. Elle s'est d'ailleurs fendue d'un tweet sur X pour exprimer son ironie par rapport à la situation. Mais en disant, vous vous moquez de moi. Voilà, exactement. It's a joke. Enfin, vraiment, c'est une plaisanterie. Et donc, oui, moi, je pense que, étant donné aussi la scénarisation de tout ce qui entoure les opérations militaires, y compris dans les séries télévisées, etc., c'est quelque chose qui parle au grand public, les fuites d'informations. Donc, en effet, je pense que ça peut avoir un effet, sinon dévastateur, au moins délétère. Ils sont sur la scénette, Mike Waltz et Pete Hegseth, s'il est avéré qu'il a montré des plans d'attaque. Alors, pour eux deux, c'est quand même un petit peu compliqué. Pour l'instant, Mike Waltz, Donald Trump le protège, dit que c'est un bon gars, qu'il a fait de son mieux. Alors, si ça, c'est de son mieux, ça devient quand même compliqué le jour où il a un coup de moins bien. Donc, il faudra quand même regarder ça. Le Conseil à la sécurité nationale. Oui, voilà. Il reconnaît qu'il a créé donc le groupe. Il reconnaît qu'il y a eu un problème, qu'il va y avoir eu une enquête, mais que ça ne concerne certainement pas le FBI. Autrement dit, ça n'a rien de criminel et on essaie de garder le FBI à l'écart de ça, qui pourrait potentiellement enquêter. Et je pense que le Congrès va aussi, du coup, évidemment, travailler sur cette question. Et puis, en effet, il y avait Donald Trump qui disait à l'époque, quand même, il faut mettre Hillary en prison pour ce genre de choses. Mais Pete Hegseth, qui est donc celui qui a donné les informations et qui même pas qui a créé le groupe ou qui a juste envoyé des petits emojis comme certains, qui a mis toutes les informations sur les frappes à venir, lui-même, à l'époque, qui était sur Fox News, qui était journaliste, critiquait fortement Hillary Clinton en disant que si qui que ce soit ferait non pas le centième mais le millième de ce qu'elle a fait, alors que lui a fait pire, avec des informations bien plus classifiées, plus stratégiques, eh bien, elle serait virée sur le champ. Autrement dit, il est censé l'être lui-même si on en croit sa propre philosophie. Donc, maintenant, on est sous l'ère Trump et c'est pas... C'est ça, dans l'Amérique polarisée actuelle, est-ce que ce type de scandale peut faire bouger des électeurs indécis ou même des républicains ? Alors, des électeurs indécis, peut-être pas encore. Enfin, il n'y a plus forcément beaucoup d'électeurs indécis. À ce stade, on n'est pas encore revenu dans une période électorale. Mais en tout cas, ça va être, à mon avis, un test pour ces fameux contre-pouvoirs qu'on attend de voir à l'œuvre, en réalité. Parce que on sait très bien que les deux chambres sont dominées par les républicains favorables à Donald Trump.
Est-ce qu'ils vont en effet insister pour que les investigations qui s'imposent soient menées jusqu'à leur terme? Est-ce qu'il y aura des saisies, des recours en justice qui interviendront? On sait qu'il y a une vraie guerre de cette administration contre le pouvoir judiciaire. À mon avis, ce sera une bonne occasion de voir si en effet il y a de véritables oppositions à des pratiques qui, là, pour le coup, s'avèrent complètement contraires, y compris aux promesses qui ont pu être faites pendant la campagne électorale. Je suis entièrement d'accord, c'est un vrai test là pour les démocrates. Alors pour le coup, ça les réveille un petit peu, donc ça les fait un petit peu exister, parce qu'ils ont pu s'exprimer un peu fortement et titiller un peu les présidents. Puis il y en a un qui se frotte les mains quand même, accessoirement, pour finir sur une note un peu sympathique, c'est le fondateur de Signal, qui se régale, ça lui fait une pub monumentale, et dit voilà, il s'est fendu d'un message sur Twitter en disant il y a beaucoup de bonnes raisons d'être sur Signal, et l'une d'elles, c'est désormais la possibilité, je cite, pour le vice-président des États-Unis, de vous inclure au hasard dans une discussion de groupe sur la coordination d'opérations militaires sensibles, autrement dit, télécharger mon application. Trump ayant dit, mais c'est une des plus sécurisées, et il s'est retourné vers Waltz en disant, bon, on l'utilisera peut-être plus trop quand même. Voilà. Il a dit non, c'est vrai, monsieur le Président. On en vient à ce premier pas annoncé par Moscou en 3 ans d'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Pour la première fois, la Russie se dit prête à un cessez-le-feu, d'une ampleur certes limitée, très même, puisqu'il se limite à la mer Noire. Annonce faite au terme d'une journée de négociation hier avec les Américains à Riyad, en Arabie Saoudite. Résumé avec Alexandra Carini. Cesser de faire des navires commerciaux des cibles militaires en mer Noire. Une concession obtenue de la Russie et de l'Ukraine par les États-Unis. Annonce faite par la Maison-Blanche, confirmée quelques instants plus tard par Volodymyr Zelensky. Nous avons convenu qu'il pouvait y avoir un cessez-le-feu maritime et une libre navigation. Nous sommes reconnaissants à la partie américaine pour ce résultat. Dans 2 communiqués distincts, l'un pour l'Ukraine et l'autre pour la Russie, Washington a rendu public l'accord établi à Riyad et donne quelques éléments de compréhension de ces réunions dont pas grand-chose n'a filtré. Les États-Unis contribueront à rétablir l'accès de la Russie au marché mondial pour les exportations de produits agricoles et d'engrais, à réduire les coûts de l'assurance maritime et à améliorer l'accès aux ports et au système de paiement pour ces transactions. Ce point, loin d'être anodin, n'est pas vraiment du goût du président ukrainien. Nous pensons qu'il s'agit d'un affaiblissement de la position et d'un affaiblissement des sanctions, à notre avis. Le Kremlin annonce faire de la levée des restrictions occidentales sur le commerce de céréales et d'engrais russes une condition préalable à la mise en place de la trêve en mer Noire, de quoi semer le doute sur la concrétisation de l'accord. Nous aurons besoin de garanties claires. Les garanties peuvent être uniquement le résultat d'un ordre de Washington à Zelensky. Je pense que nos partenaires américains ont compris ce message. Le ministre ukrainien de la Défense, Roustem Umerov, appelle à organiser des consultations supplémentaires. Les 2 parties se sont en tout cas d'ores et déjà déclarées favorables à ce que cette trêve soit supervisée par des pays tiers. Et si c'était ça la bonne nouvelle, Niagale Bagayoko, enfin l'aveu par Moscou qu'il est nécessaire de faire intervenir des pays tiers. Est-ce le début d'une porte ouverte peut-être aux Occidentaux qui se réuniront jeudi à Paris pour entrevoir la possibilité d'une armée sur place pour vérifier un éventuel futur cessez-le-feu, cette fois sur l'intégralité du territoire ukrainien? Alors c'est très difficile à dire parce qu'il y a eu d'ores et déjà beaucoup d'annonces depuis que les États-Unis ont repris le dossier, des annonces de trêve, des annonces de cessez-le-feu qui toutes ont achoppé finalement. Donc ça c'est le premier élément. D'autre part, en effet, cette question de la surveillance, du contrôle de l'accord, moi je doute fort que la Russie pense aux Européens quand elle estime qu'il faut en effet surveiller cette trêve. Donc non, moi je ne pense pas que ce soit un espoir de voir les Européens sur le terrain prochainement. D'autant que la Russie, Antoine Mariotti, évoquait l'ONU, très curieusement, dans cette affaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des casques bleus peut-être à terme en Ukraine? C'est aussi ironique que si Benyamin Netanyahou appelle l'ONU à la rescousse pour Gaza, finalement. Oui, ce sont un peu... concrètement, du côté de l'Elysée, on nous dit aujourd'hui que voilà, l'objectif de jeudi, avec ces 31 délégations, essentiellement des pays européens, mais le Canada, par exemple, et d'autres, qui vont être présents, c'est vraiment de tirer les conclusions opérationnelles des précédents échanges. Vous savez que tous ces dirigeants se sont rencontrés le 17 février à Paris, puis en mars, il y a quelques semaines maintenant, au jour à Londres. Et donc, désormais, de prendre un peu
peu des décisions opérationnelles. On a toutes les informations, maintenant il faut un petit peu trancher entre nous, sachant que tout le monde n'est pas prêt à faire les mêmes efforts. Et dans l'objectif d'être prêt à dégainer dès le lendemain d'un éventuel accord de paix, s'il y en avait un, je n'y crois vraiment pas tout de suite et je vous rejoins entièrement. Pour moi, il y a beaucoup d'écrans de fumée, là, c'est tactiquement bien joué d'ailleurs de la part de Moscou. Et ensuite, ce serait OK, concrètement, qui serait capable de déployer des forces sur le terrain pour vérifier ces 1400 km de front qui sont dangereux, mais aussi peut-être d'autres qui seraient en mer Noire à naviguer pour vérifier que là aussi c'est respecté, d'autres qui seraient en appui, etc., en fonction des uns des autres. Mais Vladimir Poutine, on finit par les confondre. C'est une ligne rouge pour lui d'avoir le moindre soldat européen ou de l'OTAN. Donc qui va le faire? Les Américains eux-mêmes ne veulent pas se déployer et sont d'ailleurs, rappelons-le, quand même membres de l'OTAN. Donc c'est aussi une ligne rouge pour Vladimir Poutine. Donc autrement dit, il accepte un cessez-le-feu extrêmement partiel, avec des conditions, donc très loin de ce que demandaient initialement les Américains et de ce qu'avait accepté Volodymyr Zelensky pour l'Ukraine. Et en même temps, il faut qu'il n'y ait personne pour surveiller. Donc c'est un petit peu facile pour l'instant. Maintenant, on va voir comment ça évolue. Mais ça arrange beaucoup aussi les Russes qu'en mer Noire, ça se calme, parce qu'ils ont eu beaucoup de difficultés. Oui, mais un accord assorti là aussi de conditions côté russe, la possibilité d'exporter à nouveau leurs denrées agricoles et leurs engrais. Alors les Américains se disent prêts même à y contribuer, or c'est là que le bas blesse. L'Ukraine dit mais ça c'est un affaiblissement des sanctions. Absolument. Juste un petit point à propos des Nations Unies. Je pense que ce n'est quand même pas innocent, bien entendu, cette référence à l'ONU, parce que la Russie compte beaucoup sur de nombreux soutiens, notamment dans les pays du Sud, qu'elle a réussi plus ou moins à s'assurer dans ce cadre. Et instrumentaliser le multilatéralisme onusien, je pense que ça fait aussi partie des calculs de Moscou au détriment de cette défense européenne, à mon avis. Pour ce qui est de cette... Ce qui se présente justement dans le multilatéralisme, alors qu'il ne l'est pas du tout, du coup. Il l'instrumentalise, pour moi, non, il n'est pas de manière sincère. Mais en tout cas, c'est un instrument sur lequel il veut bâtir des coalitions. Oui, à mon avis. Et on a vu qu'il a même réussi quelque part, Vladimir Poutine, à entraîner les États-Unis sur ce terrain-là, avec ce fameux vote des résolutions à l'Assemblée générale, etc. Il y a quelques semaines, ces votes conjoints qui ont stupéfait la terre entière entre les États-Unis et la Russie. Pour ce qui est de la mer Noire elle-même, la question des exportations et notamment celle de céréales et de blé est évidemment absolument essentielle parce qu'on se souviendra qu'il y avait eu un accord sur les céréales qui avait été négocié sous l'égide de la Turquie entre 2022 et 2023. Et ensuite, l'Ukraine a trouvé différentes façons, quand cet accord a expiré, de continuer ses exportations, soit par la voie terrestre, soit par le Danube, par la fluviale, soit par les côtes de la Roumanie, de la Moldavie, et finalement, elle a pu poursuivre. La Russie, en raison des sanctions, elle n'a pas pu, elle, se livrer à ce type de commerce. Donc c'est un enjeu qui est énorme pour elle. Mais ce qui est aussi important de mentionner, c'est que pour la Russie, on parle beaucoup de cet accord de la mer Noire, mais c'est aussi l'accord de la mer d'Azov, en fait, en réalité, parce qu'en raison de la conquête de la Crimée et justement de l'installation de très nombreuses installations navales tout autour et de la construction d'un pont qui en réalité ferme la mer d'Azov et la met totalement sous contrôle russe, il y a aussi cet enjeu-là, à mon avis, à prendre en considération. Un accord asymétrique, donc, qui favorise davantage la Russie à ce stade que l'Ukraine ? Pour l'instant, oui. Maintenant, il faudra voir déjà si cet accord tient ou pas. Et quand on parlait de sanctions, justement, je parlais tout à l'heure de sources élyséennes avec qui on a pu s'entretenir. Ils disent aujourd'hui, la question, elle n'est pas de lever les sanctions, elle est de potentiellement, côté européen, les renforcer si jamais la Russie ne respecte pas cet accord-là. Donc c'est un petit peu l'occasion de mettre aussi la pression à la fois sur les Américains. Vous avez voulu un accord, très bien, on vous suit, bravo, félicitations. Maintenant, il faut qu'il soit mis en application et qu'il soit respecté, sinon ça prouvera encore une nouvelle fois la mauvaise foi russe. Et donc on amplifiera les sanctions. Donc c'est un soutien à deux bandes pour les Ukrainiens, mais ce sera intéressant de voir justement s'ils vont vraiment jusqu'au bout ou pas, parce que si Donald Trump décide de lever certaines sanctions
et qu'il estime que les Européens sont au milieu, on n'est pas à l'abri qu'ils nous augmentent encore les droits de douane sur je ne sais quel produit ou autre pour faire plier les Européens sur ces questions-là qui, pour l'instant, ont l'air assez droits dans leurs bottes. Maintenant, on verra. D'ailleurs, en parlant de ça, il a dit que ce serait le 2 avril qu'il y aurait les droits de douane pour les Européens et que ce serait, je cite, le jour de la libération. Oui, on verra effectivement où on en sera à ce moment-là. À très court terme, Volodymyr Zelensky arrive demain à Paris, doit y rencontrer Emmanuel Macron. Que peuvent faire les Ukrainiens dans les prochains jours? On n'imagine pas grand-chose maintenant que cet accord a été conclu et qu'il va falloir déjà voir sa mise en œuvre avant de prendre toute décision ultérieure. Ben oui, c'est la difficulté aujourd'hui, c'est que en effet, les Ukrainiens figés dans l'agenda, quand même, un peu coincés dans une sorte de corner dont les Américains et les Russes cherchent à ne pas les faire sortir en réalité. Donc non, je ne vois pas beaucoup que cette visite va véritablement changer, si ce n'est de nouvelles déclarations de solidarité de la part des Européens qui ont leur importance, cela dit, dans le contexte actuel d'isolement croissant et d'impuissance, surtout de l'Ukraine. Mais moi, je n'en espérerais pas trop, malheureusement. Une annonce jeudi ou pas ? Alors peut-être, c'est là où on verra justement si ça se concrétise vraiment, ce qui est l'objectif, parce que si c'est pas le cas, dans ce cas, ce sera un petit échec. Il y a eu beaucoup de consultations quand même ces derniers temps, au plus haut niveau quand même, ça n'a pas été beaucoup le cas ces derniers temps. Là, on voit qu'il y a une volonté de concrétisation sur des annonces, donc on va voir si ça sera le cas. Et je pense que ce que peuvent faire les Ukrainiens aussi, pour répondre à la question précédente, dans les jours et les semaines qui suivent, et ceux qui vont tout faire vraiment pour le faire, c'est d'essayer de surveiller la moindre petite entorse à cet accord fait par les Russes pour pouvoir dire de suite et montrer les preuves. Vous voyez, ils ont menti. Et ça, le ministre de la Défense a commencé à dire s'ils naviguent à partir de tel endroit, ce sera une violation de l'accord et on sera en droit de riposter et de les frapper. D'autant qu'ils l'ont fait beaucoup avec ces fameux drones et peut-être qu'il y aura des accords avec les Européens de ce côté-là. Merci beaucoup Niagale Bagayoko. Antoine Mariotti, on va plus loin, c'est terminé, mais l'essentiel continue dans 3 minutes.